Bonjour, bonjour à Bonjour à tous. tous. Salut Théo. Salut Christophe. Bienvenue tout le monde à ce webinaire dédié à la prise de parole en public et au leadership à l'oral. Alors aujourd'hui, on est plus de 1400 inscrits. C'est tout simplement notre record. Donc merci à tous pour votre mobilisation. Et puis merci à Webikeo aussi, hein, parce que Webikeo, c'est un peu plus qu'un fournisseur, c'est un partenaire l'IRCE aussi. Et c'est un peu grâce à eux qu'on a pu mobiliser autant de monde. Un peu et beaucoup aussi grâce au sujet. C'est vrai que c'est un sujet primordial, on le savait déjà, hein, c'était un sujet primordial pour les entrepreneurs. Que, à l'IRCE, nous, on accompagne principalement des entrepreneurs, qui soient dirigeants d'activité, créateurs ou repreneurs d'entreprises également. Euh, on savait que, selon certaines études, la prise de parole en public, c'est la première source de stress, pas forcément la plus forte, mais en tout cas la plus souvent citée pour ceux qui entreprennent. C'est aussi pas qu'un problème pour les entrepreneurs, hein. Je pense qu'aujourd'hui, parmi vous, on a pas mal de salariés ou même de demandeurs d'emploi, parce que la prise de parole aussi, elle peut passer par l'entretien d'embauche, par exemple. Donc, c'est une problématique qu'on rencontre chez tous les publics. Et c'est vrai que nous, à l'IRSO, on s'intéresse principalement donc, aux porteurs de projets ou aux dirigeants d'activité. Et on travaille notamment le pitch, d'ailleurs aussi avec The Presenters. Euh, on le travaille dans plusieurs circonstances en fait, hein. On peut pitcher pour, par exemple, préparer une présentation commerciale, pour préparer une levée de fonds aussi devant des financeurs. Euh, on peut pitcher en public dans des situations de management et également en entretien d'embauche côté recruteur. Donc il y a plein d'occasions en fait de prendre la parole en public. Et sur la plupart des parcours qu'on propose, qui sont des parcours d'accompagnement stratégique pour le développement de l'entreprise, mais il y a forcément à un moment donné le thème du pitch qui revient. Et le pitch, il y a des méthodes pour ça. On va en reparler. Je crois que tu vas dire un petit mot là-dessus, Ouais. Théo, sur la méthode de pitch. Il y a les méthodes et puis après, il y a comment on l'incarne aussi. Et comment on l'incarne, on va parler plutôt de leadership. Donc voilà, c'est un sujet, on le voit par votre mobilisation, qui est hyper important. Et c'est vrai qu'avec un petit peu de méthode et de préparation, eh bien, on va réduire le stress, hein, qui est souvent irrationnel, on va mieux maîtriser ses émotions, et puis on va améliorer son leadership. Voilà, donc, alors, je m'étais promis de pas trop bégayer, je l'ai un peu fait, mais en fait, vous verrez que spoiler alert, c'est pas si grave que ça. Et puis en plus, je suis très bien entouré aujourd'hui avec Théo, euh, qui va vous présenter euh, bah, les méthodes et la préparation que vous pouvez mettre en place justement pour améliorer vos prises de parole en public. On est ensemble pour à peu près 3/4 d'heure à 1 heure. Euh, à l'issue des présentations, on répondra à vos questions à travers le chat. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire. Si jamais Théo ou moi, on peut rebondir sur une question en direct, on le fait. Sinon, ça sera traité à la fin. Euh, Vous dire aussi que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez vous le voir en replay si vous le souhaitez, ou alors le diffuser aussi à des personnes qui pourraient être intéressées par le sujet. Voilà, Théo, je te passe la main. Moi, je suis toujours disponible dans le chat et puis je vous revois à la fin pour les questions-réponses. Super, merci Christophe. Alors oui, effectivement, si vous avez des questions, vous allez voir, je vais vous donner beaucoup de choses. Soit vous les posez directement dans le chat et Christophe les regardera, soit vous attendez la fin de l'intervention et à la fin, on pourra échanger. L'idée, c'est que vous me posiez le maximum de questions sur ce que vous avez vu là avec moi pendant 30 minutes, 3/4 d'heure, ou des questions que je n'aurais éventuellement pas abordées. L'idée étant que ce soit vraiment un échange entre nous. J'ai une première question à vous poser, alors une question un peu rhétorique, vous y réfléchissez de votre côté et je vous donnerai la réponse. C'est la suivante, c'est êtes-vous capable de faire aujourd'hui la différence entre un beau parleur ou et un bon orateur ou une bonne oratrice? Je vous laisse y réfléchir un peu, la différence que vous pouvez faire entre, ces 2 typologies de personnes. Pour y répondre, en fait, pour vous aider un peu, en fait, il y a pas tant de différence que ça entre les 2. En fait, sur le moment. C'est 2 personnes en général qui parlent plutôt bien et en fait, c'est avec le temps qu'on peut s'apercevoir qu'effectivement, le beau parleur, il parle plutôt pour lui, il défend sa propre cause, alors que le bon orateur ou la bonne oratrice, elle défend la cause de ses idées.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que le risque, effectivement, souvent, quand on est amené à prendre la parole, c'est de se dire: «Tiens, je suis pas trop à l'aise, j'aime pas trop prendre la parole, donc je vais envoyer celles et ceux qui aiment bien prendre la parole». Le risque, du coup, c'est d'envoyer celles et ceux qui ont pour ambition de montrer, bah, qu'ils savent bien prendre la parole et non pas, «Tiens, je vais bien défendre, mes idées». Donc c'est primordial pour vous aujourd'hui, dans tous les projets que vous allez soutenir, si vous êtes, le centre de l'idée et du projet, d'être la personne aussi qui défend cette idée ou ce projet. Ne pas envoyer juste la personne qui parle bien parce que en général, dans ces cas-là, bah, on peut perdre un peu en impact. L'objectif étant, peu importe lequel vous soyez, c'est quand vous êtes face à un public, vous avez un objectif, c'est d'obtenir la confiance auprès de ce public. Et pour obtenir la confiance auprès de ce public, il y a 3 grands éléments, 3 grands axes qu'il va falloir aller chercher et que nous allons voir, aujourd'hui, pendant cette petite heure ensemble. Le premier axe, c'est l'un des plus importants, ça va être la pertinence de votre propos, ce que vous allez raconter. C'est toute la stratégie, ce qu'on appelle une stratégie narrative que vous allez mettre en place pour raconter votre projet. Le deuxième enjeu est celui d'aller chercher la sincérité dans ce que vous racontez, donc notamment, la gestion de vos émotions et justement on en parlera avec le stress et le trac. Et le troisième élément à aller chercher pour obtenir la confiance, c'est l'engagement avec votre public. Donc il faut bien avoir les 3 en fait dans une prise de parole. Si vous n'avez pas la pertinence, c'est-à-dire que vous êtes trop expert ou, c'est pas assez bien structuré votre narration, si en termes de sincérité, ce que vous racontez sonne plutôt faux et en termes d'engagement, vous n'êtes pas à l'écoute de votre public, bah, là, vous allez tout de suite susciter plus de la méfiance vis-à-vis de votre public. Et si vous suscitez de la méfiance, bah, derrière votre projet a peu de chances d'aboutir. Sachant que, on le sait, il y a des études qui l'ont démontré. Aujourd'hui, on a entre 30 à 60 de votre public qui ne vous écoute pas. Non pas forcément que ce que vous racontez n'est pas intéressant, mais en général, le cadre dans lequel vous êtes amené à présenter n'est pas le plus optimal. C'est-à-dire qu'en général, vos présentations, alors quand je dis vos, c'est c'est général, ça ressemble plutôt à ça. Ça ressemble à ça, avec des slides qui sont complètement illisibles, un orateur qui est absent parce qu'il préfère lire plutôt que de raconter à son public. Et si vous pouvez voir en bas à droite, bah, au final, on a un public qui s'emmerde et qui a l'impression de ne pas être écouté et qui ne comprend rien à ce que vous racontez. Donc l'objectif ensemble pendant cette heure-ci, ça va être de vous aider à faire, progresser vos idées et cela à travers, 3 facteurs que je vais vous partager, que l'on défend aujourd'hui chez The Presenters, qui est un cabinet, de conseil en stratégie narrative. Et on se base en fait sur 3 grands facteurs lors d'une prise de parole. Le premier, c'est l'idée, être capable de bien la raconter. Le deuxième, c'est le public, être en connexion avec votre public et en fonction du public, bah, d'avoir un axe, différent. Et le troisième, ce pourquoi vous êtes là, je pense aujourd'hui, bah, c'est vous. Comment vous arrivez à maîtriser, votre trac, votre stress pour être en pleine possession et en pleine confiance. Donc cette pleine confiance, elle réunit vraiment ces 3 éléments, c'est-à-dire la maîtrise de la narration. Je vais en parler, assez rapidement, c'est ce qu'on avait vu dans le dernier webinaire. La maîtrise aussi de la relation avec votre public, la capacité à les écouter et aussi à interagir avec eux. Et enfin, la dernière, la maîtrise de vos émotions, c'est-à-dire comprendre le stress et avoir la bonne intention lorsque vous prenez la parole. Donc sur la première partie, la maîtrise de la narration. Je vais rapidement en parler. On l'a vu, je crois que Christophe mettra peut-être des liens sur les précédents webinaires, mais c'est important d'en parler parce que c'est la base en fait de toute présentation. Si vous n'êtes pas clair sur votre narration, derrière vous avez beau être très à l'aise à l'oral, ça ne fonctionnera pas. L'objectif de cette partie-là, c'est vraiment de transmettre la confiance en votre idée. Sauf qu'en général, lorsque vous essayez justement de prendre la parole, dans votre tête, ça ressemble un peu à ça. Vous savez à peu près comment vous commencez votre prise de parole, vous savez comment vous terminez votre prise de parole. En général, vous aimez bien dire voilà à la fin, qui n'est pas le bon cas. Mais entre les deux, bah, on peut vous poser des questions, donc vous partez dans un autre côté, vous avez oublié un mot, donc ça vous stresse, vous partez dans un autre chemin, c'est assez brouillon. Donc avant d'attaquer toute cette partie-là sur le stress, il faut bien en amont comprendre la maîtrise de la narration et ce qu'est ce qu'on appelle nous la stratégie narrative, c'est-à-dire la maîtrise de cette narration du début à la fin. Et pour cela, je vais vous partager un outil magique qu'on appelle aujourd'hui la boucle narrative qui se constitue en 3 grandes parties. À chaque fois que vous allez avoir une idée, pour structurer cette idée, il ne faut pas juste la structurer en faisant juste des actions que vous mettez en place. Parce que si vous donnez juste des actions que vous souhaitez mettre en place, bah, votre public, bah, il va peut-être pas comprendre pourquoi vous mettez en place ces actions. Il y a un manque de cohérence. C'est pour ça que dans un premier temps, il va toujours falloir mettre en avant les enjeux. Donc, ce que j'entends par enjeu, c'est le contexte et le problème que vous souhaitez résoudre. Derrière ces enjeux, on va effectivement mettre en place des actions
qui vont permettre justement de répondre aux enjeux que vous avez vus, et ces actions ont des conséquences. Donc une boucle narrative très simple, enjeu, action, conséquence. Et c'est cette boucle-là qui fait tourner toutes les histoires de vos films ou séries préférées, hein. C'est qu'on raconte dans ce sens-là. Si je vous prends un exemple, je pense que vous l'avez tous vu, désolé pour les mauvais souvenirs, du Roi Lion. Si on lance le film Le Roi Lion aujourd'hui tous ensemble et on voit juste Simba qui se met à courir, qui est une action concrète, bah, on ne peut pas s'empêcher de se dire tiens, il court, mais pourquoi il se met à courir? Donc on se pose la question du pourquoi alors que le film continue à avancer. C'est bien parce qu'en amont, il y a Mufasa qui tombe dans les gnous et que Scar chasse Simba, que Simba part et finit en conséquence dans la forêt avec Timon et Pumba. Et là, on comprend le film, on suit le film en même temps qu'on le voit. Et du coup, il y a une cohérence. Donc cette boucle enjeu action conséquence, elle est hyper importante et c'est celle qui va structurer toutes vos prises de parole. Et cette boucle-là, elle peut être utile dans différents cas. Elle peut être utile lorsque vous pitchez un projet, donc de 1 à 5 minutes, ou lorsque vous racontez un projet plus long qui peut aller jusqu'à 45 minutes de présentation. Et on l'a vu dans le précédent webinaire que sur la partie notamment pitch, donc la capacité à créer le désir autour de votre projet, cette boucle peut être plus précise avec 3 questions qu'il va falloir vous poser pour répondre à ces 3 cartes que vous avez sous les yeux. La première, c'est plus pour définir vos enjeux. La définition de vos enjeux, elle se fait car vous êtes capable de vous poser cette question: qu'est-ce qui empêche votre public de dormir la nuit? Si vous êtes capable de poser cette question, c'est-à-dire que derrière le public va se sentir compris, parce que vous venez donner un problème auquel il fait face. Face à ce problème-là, vous avez une action, là, c'est quelle est votre promesse de changement? Donc, que proposez-vous à votre public pour répondre à la problématique? Donc, on ne parle pas bien de promesse, parce que vous promettez quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Et enfin, cette promesse de changement, bah, qu'est-ce qu'on a y gagné au final? Bah, de travailler sur le projet avec vous. Du coup, c'est là en général où on a les bénéfices. Donc, voyons, on creuse un peu plus dans la méthodologie. Et on a vu, encore une fois, que lorsque vous avez un peu plus de temps, donc des présentations de 10 minutes jusqu'à 45 minutes, bah, on a un dernier ingrédient, une dernière question à se poser, c'est quelles sont les résistances que je dois lever pour argumenter justement sur ma prise de parole. Donc là, on a un petit, je dirais un petit résumé de ce qu'on avait vu la dernière fois. Et en fait, l'idée de cette partie-là, c'est de vous dire, en fait, à chaque fois que vous avez une idée ou un projet, bah, vous avez une stratégie narrative derrière. C'est-à-dire une boucle enjeu, action, conséquence. Si vous avez 10 idées, bah, vous allez avoir 10 boucles enjeu, action, conséquence, car chaque action égale une idée. Donc ça, c'est ce que j'appelle et ce qu'on appelle chez The Presenter la maîtrise de l'histoire. C'est on maîtrise toute la narration. Et une fois qu'on maîtrise la narration, donc c'est-à-dire en quelque sorte le fond, et ben, on va devoir, et Christophe l'a très bien dit en intro, on va devoir l'incarner ce fond. Parce que vous avez beau avoir une super structure, si on n'y croit pas et vous n'êtes pas à l'écoute de votre auditoire, ça va être un peu plus compliqué. Donc après la maîtrise de la narration, on va aller voir le sujet qui vous intéresse, je pense, le plus aujourd'hui, c'est la maîtrise des émotions. Ce que j'entends par maîtrise des émotions, c'est votre capacité à comprendre ce qu'est le stress, le trac, et quels sont les outils que vous pouvez utiliser justement pour faire face à ça. Sachant que le stress, il y en aura toujours. Je ne suis pas là pour venir vous donner un conseil pour, éradiquer le stress. C'est même toujours un peu bon d'avoir un petit coup de stress, au début. Là, c'est justement quels sont les outils que vous pouvez utiliser pour le diminuer ou en faire justement une force. Donc le stress. En général, lorsque vous êtes amené à prendre la parole, donc vous arrivez devant un public, vous avez qu'une envie effectivement, c'est le «I feel good» de James Brown et de se dire: «Bah, je suis à l'aise, je connais mon sujet, le public, ça se passe bien, donc je déroule et tout se passe bien». Ça, c'est le cadre rêvé. Mais en général, effectivement, quand on se retrouve tout de suite avec un micro devant une assemblée, on passe plus du «I feel good» à «I feel groups». De se dire: «Tiens, tout d'un coup, il y a plein de yeux qui sont en train de me regarder, je me mets à paniquer». Donc rassurez-vous, ça, c'est totalement normal puisque le naturel quand on est face à un public, c'est d'être gêné. À la base, si on reprend très, très loin, on est des chasseurs-cueilleurs. Donc, avoir tout d'un coup, plein de paires d'œils qui nous regardent, ça peut nous déséquilibrer. Donc c'est là où intervient le stress et tout d'un coup: «Oh, que vont-ils penser de moi? Et si je ne savais pas faire ci? Et si, j'ai oublié ce texte-là?» et cetera et cetera et donc c'est là où ça devient un peu plus, compliqué en termes de pensée. Donc pour vous aider justement à mieux maîtriser cette partie-là, en fait, on va aller chercher un équilibre permanent entre 3 grandes catégories. La première chose, c'est un équilibre qui va prendre en considération l'émotion, la pensée et le comportement. Et votre rôle lorsque vous êtes amené à prendre la parole, c'est d'avoir cet équilibre permanent justement
entre ces 3 caractéristiques. C'est-à-dire la bonne gestion de vos émotions, de vos pensées et de votre comportement. En général, quand vous arrivez devant un public et que vous êtes un peu stressé, c'est souvent vos émotions qui vont avoir un impact sur vos pensées négatives, votre comportement. Et en général, le comportement, vous savez, c'est tout ce qu'on nous dit sur le non-verbal. Tiens, je vais avoir les bras croisés, je vais être sur une jambe, je vais avoir la main qui tremble, qu'est-ce que je fais de mes mains? Donc ça, c'est une première chose à avoir en tête, c'est qu'en fait, tout votre non-verbal, donc les mains croisées, et cetera, ils viennent d'une chose, c'est qu'ils suivent vos pensées. C'est vos pensées qui ont un impact sur votre non-verbal. Donc effectivement, quand vous pensez à votre non-verbal, vous pensez plus à votre narration. Donc vous sortez en quelque sorte de votre prise de parole. Donc j'ai un conseil à vous donner concernant votre non-verbal, dans un premier temps, c'est foutez la paix à votre non-verbal, puisqu'il suit vos pensées. Si je vous dis, on va aller dans une grande maison mais avec des petites chambres, on voit bien que mon non-verbal suit ma pensée. Donc si vous êtes concentré sur ce que vous dites, ce que vous racontez, votre non-verbal va suivre. Mais si vous êtes concentré sur autre chose, c'est-à-dire le stress ou ce que pensent les autres de vous, bah là, votre non-verbal va être un peu plus, sur vous avec effectivement les bras croisés et la volonté d'avoir différents styles de stress dont je parlerai tout à l'heure. Donc ça, c'est une première chose, pensez à foutre la paix à votre non-verbal, il suit vos pensées et du coup, si vous êtes concentré sur ce qu'on a vu en début sur la narration, ça devrait couler pour vous. Ça, c'est le premier point. L'autre point pour avoir cet équilibre permanent, il vient du comportement. Donc comment le comportement va avoir des actions sur vos pensées et sur vos émotions. Donc je vais vous donner deux, trois petites clés. Il y a 2 choses qui sont très importantes pour justement être beaucoup plus à l'aise. Elles viennent de 2 leviers qui sont le souffle et la voix. Alors pour les amateurs, de yoga ou de sophrologie, vous allez savoir de quoi je parle. En fait, il y a une chose qui est très importante en termes de comportement, c'est la respiration abdominale. C'est-à-dire qu'avant une prise de parole ou pendant une prise de parole, il y a un exercice qui est très important, c'est celui d'avoir la respiration dite naturelle, c'est-à-dire abdominale. C'est-à-dire que je vous invite à faire l'exercice si vous voulez, quand vous inspirez grandement par le nez, il faut que ça soit l'air qui rentre dans vos poumons vers le bas. Et en général, quand on est stressé, si vous faites le test, la respiration vient ici par le thorax, vous faites et du coup, c'est là où vous vous mettez à stresser parce que vous avez très peu d'air dans cette partie-là, alors que vous avez plus d'air logiquement en respiration abdominale. Donc l'idée pour vous, c'est dans un premier temps de repérer cette respiration naturelle, c'est-à-dire la respiration où vous sentez votre gonfle qui se ventre. Et ça, vous pouvez l'enregistrer. Votre ventre qui se gonfle. Et en fait, l'idée, c'est si vous sentez vos épaules qui montent lorsque vous inspirez, c'est que vous respirez par le thorax. Et ça, c'est pas bon. Parce que justement, vous allez avoir de moins en moins de souffle. Et du coup, bah, vous êtes de plus en plus essoufflé à un moment donné. Donc, pensez bien, avant une prise de parole, avoir cette grande inspiration et respiration abdominale. J'inspire et j'expire. Et là, il existe plusieurs techniques. Vous pouvez notamment utiliser la technique des 4x4, c'est-à-dire vous inspirez grandement pendant 4 secondes, vous bloquez 4 secondes, vous expliquez 4 secondes et vous attendez 4 secondes. Vous pouvez faire ça 4 fois, ça va diminuer votre stress. Et ça vient de la respiration abdominale. Et pareil, lorsque vous êtes justement en pleine prise de parole, si à un moment donné, petit coup de stress, donc au lieu de vite respirer par la bouche comme si vous courez vite, et ben, je prends une pause, respiration abdominale et du coup, je peux continuer. Donc ça, c'est la première chose très importante, le souffle. Concernant la voix, il y a une chose qui est très importante, c'est que si vous commencez une prise de parole sans avoir parlé en avant ou sans avoir échauffé votre voix, vous allez commencer un peu stressé en disant bonjour à tous, et ça va pas aller du tout. Donc il y a 2 choses que je peux vous donner en conseil. La première, c'est d'échauffer votre voix. Donc l'objectif, c'est avant une prise de parole, c'est de faire des petits exercices. Vous pouvez faire des exercices toujours avec le diaphragme, hein. On dit comme ça, échauffez votre voix. Désolé pour le son, ceux qui ont des écouteurs. Et d'échauffer votre voix petit à petit. Vous pouvez le voir, certaines personnes au micro, hein, test micro. Pour d'une, échauffer un peu votre voix, sans tirer sur les cordes vocales. Et deux, aussi faire votre oreille. C'est-à-dire vous écouter en train de parler pour savoir si vous êtes plus ou moins fort. Donc ça, c'est une première chose. Toujours bien échauffer votre voix. Et pensez aussi, avant une prise de parole, ne buvez pas trop de boissons chaudes. Pour les cordes vocales, pas très bon. Et pas de boissons gazeuses. Okay, donc une boisson tiède avec un peu de citron si vous voulez, c'est parfait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je voulais partager avec vous, vous l'avez peut-être dû passer, c'est un mentaliste qui s'appelle Charlie, qui fait pas mal de vidéos, qui est très intéressant et qui parle notamment d'échauffement social. En fait, il explique que avant d'avoir un grand oral ou une prise de parole, au lieu de ne rien dire et d'aller directement à votre prise de parole,
vous pouvez vous faire un échauffement social, c'est-à-dire juste parler, tout simplement. Ça peut être d'aller d'un bonjour à expliquer votre week-end à des personnes avant de prendre la parole. Ce qui fait qu'en fait, vous allez vous échauffer socialement à prendre un peu la parole et discuter. Et le jour où vous arrivez ou le moment où vous arrivez sur scène, bah, vous serez un peu plus prêt parce que vous serez un peu échauffé là-dessus. Donc voilà 2 petites techniques que je vous propose concernant justement la gestion du souffle et la gestion de la voix, qui vous permettent via le comportement justement d'avoir une posture et des émotions beaucoup plus fiables à ce que vous souhaitez. L'autre point que je voulais voir avec vous, et c'est peut-être le plus important lors d'une prise de parole, c'est l'impact de la pensée sur les émotions et le comportement. En fait, lorsque vous êtes stressé, il y a 3 grandes formes de stress. Le premier type de stress qu'on peut avoir, c'est le stress de fuite. Ça, on l'a tous un peu. C'est en général des personnes, bah, qui ont pas trop envie de prendre la parole et ça se voit dans le regard qui bouge un peu partout, dans le rythme, ils parlent très vite ou même dans les mouvements. Ils s'agitent un peu. L'objectif du stress de fuite, c'est de finir la présentation le plus rapidement possible et du coup, en général, bah, on est assez stressé parce qu'on augmente forcément notre rythme cardiaque et le souffle aussi se ressent. La deuxième forme d'expression stress est celle de la lutte. Alors la lutte, là, c'est différent. En général, c'est une voix qui essaie de forcer. C'est un regard plus fixe, qui ose affronter son public, toujours dans cet affrontement, et on perçoit beaucoup d'anxiété. Donc c'est pas des personnes qui sont naturellement méchantes, mais c'est des personnes, bah, quand elles sont stressées, elles vont exprimer le stress via justement cette agressivité assez défensive. Et enfin, le troisième type de stress qu'on peut retrouver, c'est le stress d'inhibition. Alors c'est un peu l'inverse de la fuite. Là, cette fois-ci, bah, vous êtes là sur scène et puis vous cherchez vos mots, regard pas du tout public et vous savez pas du tout ce que vous racontez, donc vous essayez de meubler et c'est un enfer pour le public et même pour vous, OK? Donc ça, c'est 3 grands styles de formes de stress qu'on peut retrouver et en fait, ces formes de stress, elles existent parce qu'en général, et ben, on a une situation dans laquelle on est, qui est à la fois complexe et ou inconnue. On n'a pas l'habitude de parler, je l'ai dit en intro, devant, plein de personnes ou, d'un coup, on a un directeur, une directrice qui intervient qui est là, on ne savait pas qu'il était là, on a une personne pareille, qui fait un peu de bruit. Donc voilà, c'est ça le stress, c'est j'ai une situation complexe et inconnue, je dois faire comment pour interagir là-dessus? OK. Donc l'objectif justement de reprendre le contrôle par la pensée, il passe par un premier axe qui est très important à avoir en tête, c'est qu'en fait, c'est vous qui vous sabordez tout seul, en fait. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 90 des cas de stress humain qui n'ont pas de cause réelle, externe réelle. C'est vous qui vous sabordez en vous disant: «Tiens, il va se passer ça», alors que l'événement n'est pas passé. Vous êtes en train de préparer votre prise de parole et vous dites: «Ah là là, l'écran va pas marcher, le PowerPoint va pas marcher». Vous vous mettez en fait plein de restrictions là-dessus, vous vous sabordez mentalement alors que ce n'est pas encore arrivé et c'est ça le stress. C'est une anticipation d'une chose qui n'est pas encore arrivée. Donc pour vous aider là-dessus, pour justement récupérer la main et avoir vos pensées qui ont un impact positif sur vos émotions, vos comportements, il faut partir d'un principe qu'en fait, quand vous prenez la parole, ce sont des circonstances qui vous sont imposées ou non. Ce sont des circonstances, vous n'avez pas la main dessus. Vous devez prendre la parole. Donc ça, c'est pas votre problème. Enfin, c'est pas votre, décision. Par contre, là où vous êtes responsable, c'est de vous dire: «Tiens, par rapport à la prise de parole que je vais avoir, je suis responsable de la façon dont je vais commencer et je vais accepter cette prise de parole» et c'est là où, en fait, il va falloir penser à mettre en place des pensées utiles. Alors pas que positives, vous pouvez avoir des pensées positives en disant: «Bah, c'est super, après je pars en vacances, donc je fais cette présentation super, c'est un bon moyen pour moi de présenter ce projet», ce qui sont des pensées positives. D'accord. Mais imaginons que vous avez une personne que vous n'êtes pas dans le public, vous n'allez pas vous dire: «Ah, le monsieur il a une pensée positive, donc je vais dire: "Ah, j'aime beaucoup cette personne"», parce que ça ne marchera pas. Donc l'objectif, c'est des pensées utiles pour vous. Donc soit alternatives, parce que vous ne pensez pas à la personne que vous n'aimez pas, mais plus, bah, l'impact que votre projet va avoir sur les autres, soit utiles pour vous, c'est-à-dire penser à des choses qui vont permettre de vous mettre dans les meilleures conditions. Donc pensez bien, ça paraît tout bête, mais pensez bien à gérer vos pensées. C'est celles qui vont créer la réalité derrière de votre intervention. Donc choisissez soigneusement pardon, ces pensées, en vous motivant, en projetant par exemple la réussite de cette prise de parole, en vous projetant l'impact que celle-ci peut avoir, ou justement la progression que vous avez à l'oral, en prise de parole. Donc ça, les pensées vraiment très importantes, essayez de les travailler petit à petit et d'avoir justement ces pensées qui vous soient utiles. Autre chose importante là-dedans, quand vous prenez la parole ou des collègues prennent la parole, la meilleure façon d'avancer, c'est d'avoir un débrief vis-à-vis d'eux. Parce que souvent, quand on prend la parole, on se dit: «Ah, j'ai pas été assez bon». Et dans le public, ils sont tous à dire: «Ah si, c'était super» et cetera. On est toujours un peu plus dur envers nous-mêmes.
Donc votre objectif, c'est aussi d'avoir des feedbacks ou quand c'est une autre personne, de lui donner des feedbacks. En fait, c'est comme ça que vous allez progresser. Et c'est comme ça aussi que vous allez muscler vos pensées en vous disant: «Ah la dernière fois, ça s'est trop bien passé, bah, parce que j'ai fait ça, ça et bah, je me mets aussi dans ces mêmes conditions». Donc on a vu le comportement avec 2-3 exercices, on a vu les pensées et l'impact qu'elles avaient, leur importance et maintenant, bah, très important, c'est surtout, bah, les émotions. Ça, c'est la partie la plus compliquée. La première, c'est apprendre à gérer son trac avec quelques exercices que nous avons vus. La deuxième maintenant, c'est de se dire: «Bah, une fois que je sais maîtriser mon trac, quelle intention je vais donner pour être le plus pertinent possible?» Parce qu'en fait, quand vous avez, si on reprend un peu cette, métaphore, le chemin de vos idées, en fait, avec le enjeu action-conséquence que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, si vous maîtrisez votre narration, vous êtes capable de savoir à quel moment votre public potentiellement va avoir des interactions ou à quel moment vous devez avoir certaines intentions. Par exemple, vous savez que là, potentiellement, vous allez, dès le début, il va y avoir une certaine déception, un peu de doute parce que vous venez mettre en place un problème. Après, dans les actions, il peut y avoir de la surprise, de l'engagement parce que vous proposez des superbes actions et à la fin, bah, l'espoir de, réussir votre projet et d'aider les autres aussi à réussir leur projet. Donc là, c'est une chose hyper importante de maîtriser les intentions que vous allez donner. Pour ça, j'ai un très bon exercice que je peux vous donner. C'est que pour aller chercher ces intentions-là, il y a 2 choses. Soit vous verbalisez en amont l'intention que vous souhaitez. Donc vous pouvez mettre des mots techniques en face justement de l'intention que vous souhaitez. Ça peut être la joie, ça peut être la peur, ça peut être l'engagement, ça peut être plein de choses. Soit encore plus complexe, c'est pendant que vous répétez, vous pouvez choisir, en général le mieux c'est de choisir des bandes son originales de films. Vous prenez des chansons un peu tristes, un peu engageantes, un peu punchy, et en fait l'idée c'est de répéter avec ces musiques en fond. Parce que la musique, du coup, va vous apporter justement un niveau de pensée qui va vous identifier à l'intention et l'émotion que vous souhaitez. Et ça, d'une, vous allez voir sur notamment les musiques un peu plus tristes, diminuer votre rythme de parole. Et du coup, vous allez avoir une intention un peu plus proche de ce que vous souhaitez. Donc ça, vous pouvez le faire en répétant. Et le jour J, quand vous arrivez, bah, votre cerveau a enregistré un peu l'intention que vous souhaitez. Et du coup, vous serez capable de vous approcher un peu plus de cette intention. Ok. Donc on a vu, hein, c'est vraiment un équilibre entre les 3, les émotions, la pensée et le comportement et vous pouvez utiliser l'un ou l'autre justement pour, améliorer, l'un des 3. Donc ça, c'est la partie maîtrise de vos émotions. Maintenant, vous l'avez vu via notre, Canva de pleine confiance, on a vu la maîtrise de la narration, là, on vient de voir la maîtrise des émotions. Donc l'idée, c'est d'aller chercher vraiment cette sincérité-là, avec la pertinence que vous avez et maintenant, bah, il y a quelque chose de très important, c'est l'engagement que vous allez avoir avec votre public et du coup la maîtrise de la relation. Donc là, il y a une chose qui est primordiale, parce qu'on parle souvent de maîtrise de la relation quand il y a un public, mais aussi on peut être en visio, hein, comme ici. En fait, il y a une chose qui est importante, c'est que la proximité n'est pas un prérequis au leadership. Le général de Gaulle, quand il fait son appel, il est juste derrière une radio, il ne sait pas qui écoute, il ne sait pas si ce qu'il dit est impactant, il a aucun retour. Pourtant derrière, on a vu l'impact que ça a eu. Ouais. Donc la proximité n'est pas un leadership, la solution, elle est vraiment dans la relation que vous allez avoir avec votre auditoire. C'est-à-dire qu'ici, je pense que vous, vous connaissez un peu ce grand moment de Martin Luther King, avec I have a dream. À l'époque, quand il y a cette manifestation-là, Martin Luther King a son texte, hein, il a sa feuille de route tout écrit et le I have a dream n'était pas prévu. Il l'avait déjà utilisé, lors de conférences, mais il ne comptait pas l'utiliser maintenant. C'est lors de son discours, sur ces grands chars-là, que, Malia Jackson, qui était avec lui sur ce char, lui dit, «Martin, parle-leur de ton rêve». Donc il allait aller prendre l'information qui lui a été dite en disant: «OK, je vais sélectionner le I have a dream que j'avais déjà utilisé et je vais en faire justement en quelque sorte un peu de l'impro sur le texte que j'avais prévu». Donc en fait, la maîtrise de la relation, elle est hyper importante parce que même si vous avez déjà cadré et structuré votre prise de parole, c'est votre responsabilité d'être à l'écoute du public et d'aller chercher des informations qui peuvent vous aider à nourrir votre discours. Et souvent, c'est ce qui fait la plus grosse valeur ajoutée, c'est ce que vous reprenez directement en direct. Alors, c'est pas donné à tout le monde, ça se travaille, mais c'est important d'avoir ça, d'être à l'écoute de son public. Donc ça, c'est une première chose. Alors, je vois que vous avez, vous mettez des ah Christophe, tu réponds? Super. Vous mettez des questions, j'y répondrai après, c'est la dernière partie et après je serai tout oui pour vous écouter. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une chose qui est primordiale et en général, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est un peu le côté, maître d'école, c'est, il ne faut pas confondre maîtrise et contrôle de la relation.
En général, on cherche souvent à contrôler la relation. C'est-à-dire: «Ah, il faut pas qu'ils parlent. Ah tiens, ils sont sur les ordinateurs, ils m'écoutent» et cetera. Et en fait, c'est comme le stress. Si vous êtes trop occupé à vérifier que tout le monde vous écoute ou savoir ce que tout le monde fait, derrière vous sortez forcément de votre narration. Donc oubliez ce contrôle sur l'auditoire. En fait, si vous arrivez à capter l'intérêt de votre auditoire et être pertinent dans ce que vous racontez, bah, logiquement, votre auditoire vous écoute. Il y a autre chose qui est hyper important, c'est que si vous êtes trop dans le contrôle, forcément, vous vous perdez. Donc, il y a un truc qui est hyper important dans la maîtrise de cette relation-là, c'est de faire confiance à votre auditoire. Le faire confiance, c'est se dire, tiens, bah, il est sur son ordinateur, peut-être qu'il prend des notes, ou peut-être qu'il a un mail urgent, je ne sais pas. Tiens, s'ils discutent au fond, bah, peut-être qu'ils échangent sur le sujet, ou peut-être qu'il y a aussi pareil, il y a une urgence, je ne sais pas. Mais vous ne pouvez pas contrôler ça. Donc, vous devez faire, dans un premier temps, confiance à votre auditoire. Et effectivement, si à un moment donné, ça dure un peu plus, là, vous pouvez intervenir. Mais n'essayez pas d'être dans ce contrôle permanent de je dois absolument tout contrôler, être sûr que tout le monde m'écoute. L'idée, c'est de faire confiance dans un premier temps et d'aller chercher de temps en temps si votre auditoire est un peu plus moins discipliné, si je peux me permettre. L'idée, c'est vraiment d'être dans cette maîtrise-là et pas dans ce contrôle. Pareil, quand vous voyez un public qui fronce les sourcils, bah, votre interprétation, ce sera peut-être: «Ouh il a rien compris, parce qu'il fronce comme ça». En fait, ça se trouve, c'est il fronce les sourcils en: très intéressant ce que vous racontez». Donc si vous êtes dans le contrôle, bah, pareil, avec votre interprétation, vous allez sortir de votre narration. Donc ça, c'est très important. Faites confiance à votre auditoire. Ensuite, par rapport à votre auditoire, vous avez un rôle, une posture à adopter pour être le plus pertinent possible. Donc avant d'aller sur la posture, je vais vous donner les 5 postures à éviter. Comme ça, au moins, on est clair. La première posture dans laquelle vous ne devez pas être quand vous prenez la parole, c'est la posture du bon élève. Et ça, je sais que vous adorez cette posture-là. La posture du bon élève, c'est, depuis le plus jeune âge, on nous a appris à aller au tableau réciter notre cours d'histoire, de géo, de maths pour montrer qu'on avait bien appris. Et ça, on retrouve ça maintenant en entreprise, c'est-à-dire qu'on veut présenter pour montrer à nos supérieurs qu'on a bien fait notre travail. Et ça, c'est pas du tout efficace parce que du coup, on montre qu'on a bien appris et pas forcément compris et cetera. Donc cette posture-là, elle est à éviter. C'est une posture qui est dégénérative et qui vous concerne, je pense, un peu plus si vous êtes ici, puisque l'autre posture à éviter, c'est celle de l'expert scientifique. Donc l'expert scientifique, c'est une personne qui vient présenter des choses trop complexes, trop précises, qui va trop dans les détails. Et en fait, en général, c'est des personnes qui veulent montrer ou prouver, le taf ou le pourquoi elles sont payées ou pourquoi elles ont ce job-là. En fait, quand vous prenez la parole, allez à l'essentiel. Et après, s'il y a des questions techniques ou précises, il y aura des questions à la fin, ce qu'on va faire là, et vous pouvez répondre. Mais n'essayez pas de faire une démonstration de tout le travail que vous avez fait pour justifier ce que vous faites ou votre métier. C'est pas l'objectif. Et en général, l'expert scientifique, c'est là où on perd une bonne partie du public parce que trop de détails. Et c'est des réunions de 45 minutes, 1 heure, c'est beaucoup trop long. Le troisième posture à éviter, c'est celle du donneur de leçons. Donc on a vu le bon élève, là c'est plus un peu le maître d'école. C'est, tiens ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas beau, j'aime pas. Vous n'êtes pas là pour donner des leçons sur votre projet. Encore une fois, si vous intervenez, c'est que potentiellement vous avez une idée qui peut changer le projet ou les idées des autres. Donc c'est quelque chose aussi de constructif avec votre public et d'échange. Le quatrième, c'est le showman. Donc le showman, ça c'est on en parlait un peu au début avec, Beau parleur, bon orateur. C'est une personne souvent qui sait qu'elle est très à l'aise à l'oral, mais qui se trompe d'objectif. Son objectif, c'est pas de partager un projet ou une idée claire, c'est de montrer, bah, qu'elle prend bien la parole parce que tout le monde en amont lui dit: «Ah lui, vous allez voir, il parle trop bien» ou «Elle, elle parle trop bien, ça va être génial». On se trompe d'objectif. Personne à la fin vous met une note en disant: «Ah, ça c'était rigolo, je vous mets 9, ça c'était super, je vous mets 10». Non, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'information en tant que telle. Est-ce qu'elle est comprise et est-ce qu'elle va changer des choses pour moi? Vous ne rentrez pas dans ce rôle de: «Je dois faire absolument le show». Ceci étant, si vous êtes capable de faire le show et d'être très clair sur ce que vous racontez, vous pouvez, hein, je vous l'enlève pas. Mais juste faire le show, ce n'est pas l'objectif. Et le petit dernier, c'est ce que j'appelle le despote éclairé. Ça, alors, c'est la personne qui arrive, qui a déjà pris sa décision, qui n'écoute personne, qui s'en fout totalement et qui est là en réunion, bah, juste parce qu'elle doit être là en réunion. Il y a pas de débat, ça évolue pas, il y a pas d'échange, c'est pas constructif. En général, c'est des personnes qui, peuvent présenter pour informer. C'est-à-dire qu'elles avaient juste à envoyer un mail: «Voici la décision qu'on a prise, point barre». Pas besoin de déplacer tout le monde. Donc si vous ne devez pas être un bon élève, un expert scientifique, un donneur de leçons, un showman ou un despote éclairé, vous avez une posture à adopter, c'est celle du guide. Votre responsabilité,
est la même qu'un guide de haute montagne. C'est-à-dire que vous devez accompagner votre public sur le chemin de vos idées, faire attention à ce que tout le monde ait compris ou ne soit pas perdu lorsque vous racontez. Si je suis guide de haute montagne, je trace tout droit au Mont Blanc sans regarder derrière moi, je suis sûr d'avoir quelques pertes et du coup, je fais mal mon métier. C'est aussi la relation que vous avez avec vos slides, bien présentés, être au bon moment, les bonnes transitions, être capable de demander si les personnes ont bien compris des choses, s'il y a des questions, et d'être à l'écoute de tout ce qui peut se passer dans une salle ou en visio, bon, même si ça c'est un peu plus compliqué parce que je peux faire une caméra, mais dans le chat avec vos questions. Donc ça, c'est vraiment toute cette partie relation. Il y a une dernière petite partie de la relation qui est importante, c'est lorsqu'effectivement tout est préparé, tout se passe bien, mais qu'il y a un imprévu. Télécommande qui ne marche pas, une personne qui sort rapidement, il peut y avoir plein d'imprévus lors d'une présentation. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est que dès que vous avez un imprévu lors d'une présentation, c'est d'accepter l'imprévu. Comme l'a dit si bien Shakespeare, ce qui ne peut être évité, embrasse-le. En fait, il n'y a rien de pire que de voir une chose, un imprévu, de le cacher un peu sous le tapis en se disant mince, est-ce qu'ils l'ont vu, est-ce qu'ils l'ont pas vu, et du coup, encore une fois, de réfléchir et de plus être concentré sur sa narration, et du coup, de vous perdre totalement. Donc, vaut mieux dire les choses. Ah excusez-moi, j'ai juste ma télécommande qui marche pas. Alors, je vais sur le truc et vous verbalisez ce qui n'arrive pas. OK? Alors après, à juste valeur, il y a des choses que vous pouvez pas dire, il y a des choses que vous pouvez dire, mais le mieux, c'est encore une fois de vous mettre dans les bonnes conditions pour être en bonne relation avec votre public. OK? Et c'est ça la maîtrise de la relation. Donc on l'a vu, maîtrise de la narration, avec la boucle enjeu-action conséquent, je structure ma narration pour être très clair sur mes idées. Maîtrise des émotions avec comportement, pensée, émotion, et comment les trois en fait interagissent entre elles pour avoir le bon équilibre. Et la maîtrise de la relation avec je suis à l'écoute de mon public, je lui fais confiance et je suis capable d'interagir quand il faut et d'être à l'écoute. Et si vous arrivez à avoir ces trois grandes parties, donc ces trois grandes maîtrises, on peut considérer que vous êtes en pleine confiance. Parce que vous avez la confiance dans la narration, ce que vous avez raconté, encore une fois, c'est pertinent. Vous êtes sincère dans ce que vous racontez et vous avez l'engagement auprès de votre public. Et c'est ça qui va vous aider à devenir un leader d'opinion et le leader de vos idées. J'ai fini sur cette partie. J'ai juste 3 derniers secrets que je voulais vous partager. Parce que l'idée, c'est de vous partager plusieurs choses et après, je prendrai les questions. Le plus important, une fois que vous avez tout ça, donc toute cette maîtrise-là, c'est de répéter, répéter et répéter. Ça, il n'y a pas de secret. C'est en répétant que vous allez voir les petits points à changer, peut-être les petites erreurs que vous faites, votre placement, et enfin la narration, d'être sûr qu'elle soit efficace. Et plus vous allez répéter, plus en fait vous allez être à l'aise pour le jour J. Quand j'ai répété, c'est pas apprendre par cœur, attention, hein, c'est vraiment répéter pour avoir le sens de votre narration et savoir où vous allez. Si vous êtes intéressé, parce que là je vais essayer de vous partager le maximum de choses pendant ces 40 premières minutes, l'idée c'est d'échanger avec vous. Vous pouvez toujours, je vous mets ici là mon LinkedIn si vous voulez, si vous êtes intéressé, puisqu'on fait aussi des conférences, on fait de la formation sur la prise de parole, des coachings, aussi des missions conseils, des ateliers, des conférences, on fait beaucoup de choses. Donc ça, voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours me contacter sur LinkedIn ou The Presenters directement sur le site. Et si vous êtes intéressé pour avoir encore plus de contenu, il y a 2 choses que j'aimerais vous partager. Le premier, c'est On se dit tout, qui est une chaîne YouTube réalisée par Sébastien Bernard, l'un des fondateurs du cabinet The Presenters, avec plein de vidéos qui vous expliquent justement certaines choses que j'ai dites et d'autres sur la prise de parole en général. Et si vous êtes plus Spotify, Deezer ou autre plateforme, on a Bruno Clément qui a un podcast qui s'appelle Moment de vérité, où vous retrouverez 70 épisodes déjà réalisés sur comment faire quand j'ai le trac, comment répondre à la question. Il y a énormément d'éléments. Donc, je vous invite aussi, bien entendu, à les écouter. Ça s'écoute facilement. Ça met 8 minutes maximum. Et je trouve que c'est encore plein de petits plus à la présentation que je vous ai faite aujourd'hui. C'est tout bon pour moi. Alors, merci déjà de votre attention. Ce que je vous propose, et Christophe, je ne sais pas si tu as déjà sélectionné des questions, c'est que maintenant, vous me posez des questions sur soit des choses que vous n'avez pas compris, soit sur d'autres éléments de la prise de parole, et que je puisse y répondre et vous aider justement à avoir des solutions là-dessus. Je ne sais pas si tu as des choses, Christophe. Ouais, j'ai quelques questions déjà. Alors, déjà, tu as mis un favori, je crois. Bonjour, comment intéresser son auditoire lorsque l'on doit faire des rappels sur des pratiques consignes à suivre sans être maître d'école? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est ce que j'appelle le cadre relationnel. Tu me diras, Mathilde, si c'est ça. Le cadre relationnel, c'est avant une prise de parole, tu peux très bien en amont dire, écoutez, voilà,
j'ai 20 minutes avec vous. Je vais juste vous demander de fermer vos portables et vos ordinateurs. Et promis, au bout des 20 minutes, je réponds à vos questions, on peut tout faire. Pareil, par exemple, j'ai la question sur l'anglais. Bonjour, alors voilà, je suis pas très à l'aise à l'anglais. Je vais vous demander voilà, un peu d'attention. Si aussi quand vous me parlez, vous pouvez faire plus attention pour que ce soit plus simple. En fait, tout ce que vous pouvez mettre, vous pouvez le mettre dans ce que j'appelle le cadre relationnel. C'est avant de commencer une prise de parole, sans faire maître d'école, hein, genre allez, téléphone dans le panier. Non, c'est vous mettez le cadre pour qu'en fait le public se dise ok, je sais à quoi m'attendre. J'ai 10, 20 minutes et après, effectivement, je peux utiliser. Donc, vous pouvez placer ce cadre-là qui vous permet justement d'avoir un lien aussi avec le public. Et le public sait ce que vous attendez de lui. J'espère avoir répondu à ta question dans ce sens-là. Je vois que tu les as likés. Bon, bah, super. Ça fait moins de travail d'aller chercher. J'ai Myriam. Comment faire lorsque l'on a un blanc, un bug en plein milieu d'un discours? Alors ça peut arriver, hein, même si tu as tout appris par cœur. En fait, ce qui est intéressant, Myriam, c'est que si tu as structuré ta prise de parole avec ce que j'ai dit en jeu, action, conséquence, et du coup, tu es clair sur tes idées, en fait, il y a un moment donné, quand tu as un bug, le stress va s'activer et le stress va t'obliger à aller plus vite en disant mince, qu'est-ce qu'il pense de moi? Il pense que c'est pas bon et tout. En fait, il faut faire un peu l'effet inverse. C'est-à-dire que quand il y a un bug, c'est normal et c'est OK de se poser, prendre une respiration et d'aller chercher non pas ce que pensent les autres en disant mince, j'ai pas trouvé, mais plus tiens, j'en étais où dans l'histoire que je veux raconter. Et c'est pour ça qu'apprendre par cœur n'est pas forcément la meilleure chose parce qu'apprendre par cœur, tu vas essayer d'aller chercher le mot précis que tu veux. Alors que si tu apprends juste le chemin de tes idées, tu vas pouvoir utiliser plein de mots pour expliquer ce que tu veux. Donc, c'est normal d'avoir un bug. Il faut juste être capable du jour de se poser. Et limite, c'est ça aussi, faire face à l'imprévu. Ah, désolé, alors j'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Ah oui, alors, concernant la stratégie pour 2026. En fait, l'idée, c'est vraiment de se faire un peu une bulle, de se reconcentrer sur ce qu'on a à dire pour après, derrière, avoir un discours plus pertinent et se souvenir de la suite. Mais c'est totalement normal d'avoir un blanc et c'est pas grave d'en avoir un, hein. L'idée, c'est pas d'être contre-productif, de stresser, d'essayer absolument d'aller vite. Non, c'est vraiment de se poser et ce que je dis sur la respiration et d'être clair sur ses idées. Ouais. Tu peux te poser la question. Pardon, Non, tu peux te pardon, poser la question. je vais te dire, pour mon expérience personnelle, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis sur le fait d'assumer, ce que tu as dit un petit peu plus tôt, d'assumer quand on a un bug ou quand on se manque. En fait, la plupart du temps, on a peur du jugement des autres. Or, la plupart des gens qui vont vous regarder, ils vont plutôt se dire heureusement que je suis pas à sa place, plutôt que d'être dans une position où ils vont se moquer. C'est pour répondre aussi à Johan qui dit quand une personne est émotionnelle, hypersensible, comment gérer les fortes émotions pour la prise de parole. Je dirais que voilà, on a le droit de paraître stressé, de paraître ému. Ce qu'on a un peu moins le droit, c'est de montrer qu'on ne s'est pas du tout préparé, en fait. Et là, tu rebondis sur la question de Johan. Ouais, en fait, et aussi au droit à l'erreur, au droit à l'erreur et au droit de bien sûr. paraître ému aussi. En fait, dans les deux cas, si tu as bien préparé ton pitch, tu as un blocage parce que tu es très ému ou parce que tu es allé un petit peu vite, tu as un blanc, ok, bah, tu assumes, tu dis excusez-moi, je reprends un peu mes esprits, je reprends éventuellement mes notes, attention aux notes aussi. N'écrivez pas tout votre discours parce qu'après, si vous devez reprendre des notes, vous ne saurez pas forcément avec le stress où reprendre, où reprendre votre discours. Simplement des idées clés. Et puis, ouais, on a le droit de dire ok, excusez-moi, je reprends mon souffle, je reprends mes idées. Et l'idée d'hypersensible, Johan, je réponds à toi, c'est en fait quand tu as géré les fortes émotions, c'est pas que du négatif, c'est justement tu as une sincérité aussi qui est très forte pour les hypersensibles parce que tu viens raconter ce que tu ressens. Donc c'est même une force dans la gestion là-dessus. Non, c'est comment justement tu arrives un peu à canaliser ça. Et ça, tu y arriveras notamment via la respiration. Bien se poser, etc. Et vraiment prendre du temps dans ce que tu racontes. Donc ça a un point positif parce que du coup, en termes d'intention, on est là et on le vit. Et dans un même temps, c'est maintenant, je pense à respirer, à répéter, répéter, répéter. Et surtout, quand j'appelle de répétition, c'est essayer au maximum de visualiser le lieu dans lequel vous êtes. Parce qu'effectivement, arriver dans un nouveau lieu où on ne connaît rien, ça peut être un peu intimidant. Donc, si vous avez la possibilité même de voir des photos et tout, pour déjà vous projeter, ça peut être intéressant. Ouais, tu vois, par exemple, l'an dernier, chaque année, à l'IRCE, on propose les trophées de l'IRCE. En fait, c'est une opportunité de mettre en avant les dirigeants qu'on a accompagnés dans l'année et qui ont les projets ou les personnalités les plus marquantes. Et ben, l'année dernière, il y a eu une série donc on a plusieurs catégories. Dans la catégorie des projets en engagement RSE,
on a une personne qui était vraiment rouge, très émue, très intimidée, mais qui avait quand même préparé son pitch et qui s'est excusée, qui a perdu ses mots et en même temps, bah, le fond du discours était hyper bien et c'est elle qui a gagné le trophée. Voilà. Bah, c'est intéressant, ça rejoint ce que Fatimata, oui, j'ai bien dit, a dit: «Un bonjour, quel conseil sur une personne introvertie?» Je préfère entièrement une personne introvertie qui a structuré sa narration, donc c'est hyper clair, mais qui a des petits bugs, qui est un peu hésitante, mais au moins ce qu'elle raconte est clair. Une personne extravertie ou un peu le showman que je vous racontais, où en fait, bah, très à l'aise à l'oral, mais on comprend rien. Mmh, Donc en fait, la force de l'introverti, c'est de se concentrer sur la narration. mmh, C'est pas grave si, elle regarde pas forcément son public, c'est pas grave si, elle hésite un peu. Si c'est clair, si la structure est claire et on comprend ce que tu racontes, bah, derrière on a envie de s'engager. ouais. Donc ça c'est le conseil, hein. Ça Les répond aussi à introvertis, structure, toujours structure. Ça répond à Alain aussi, comment faire quand les émotions débordent, qu'on est émotif sur un sujet auquel on est très attaché, on a la boule à la gorge, et les larmes aux yeux. Bah, en fait, si c'est fake, c'est pas bon du tout, mais si c'est sincère, heu, Mmh. voilà, au contraire, ça donne plus de force, quoi. Plus de force. En présentation Nico, souvent je ne trouve pas le mot que je veux. Alors en fait, l'idée, c'est de vous dire à chaque fois quand vous n'avez pas le mot et tout, c'est de poser la question: «C'est quoi l'idée? C'est quoi ce que je viens partager?» Comme ça, vous en fait, vous êtes plus concentré sur le mot, mais sur l'idée au global. Donc ça vous permet de prendre un peu plus d'auteur. Tiens, c'est quoi l'idée que je souhaite? Tu peux utiliser des métaphores, tu peux utiliser plein de choses, mais ne soyez pas concentré sur un mot. Après, il peut y avoir des mots techniques importants, vous pouvez les noter, mais l'idée, enfin l'objectif, c'est d'avoir l'idée claire et pas forcément, le mot. Je réponds vite parce que je vois qu'il y a pas mal de questions. Palissone, comment réagir en cas d'attaque d'agressivité? Une personne agressive dans une question, dans un premier temps, c'est une personne qui va avoir une réaction, émotionnelle. C'est une résistance émotionnelle. Il va falloir reconnaître la douleur de la personne. Donc effectivement, une personne agressive, c'est essayer de comprendre pourquoi elle est agressive. Bon, écoute, je comprends que, tu aimes pas forcément le nouveau projet qu'on met en place, toi tu en as déjà beaucoup d'autres. Je reconnais la douleur qu'il a beaucoup de projets. Maintenant, hop, je te recontextualise et là, tu remets les enjeux, action, conséquence. En fait, le pire des cas, c'est faire enjeu contre enjeu, action contre action, pardon, en disant non, c'est moi le cas le meilleur, non, etc., etc., et de rentrer en conflit. Toujours quand une personne agressive, forte émotionnellement, reconnaître la douleur. Je comprends, je sais, effectivement, je prends le point, etc. Et en fait, ça te permet d'avoir un peu le même niveau. Alain, comment faire quand les émotions débordent Ouais, et on y a qu'on déjà ose. répondu, On a déjà, donc c'était là. Euh, Ta 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 ta. Est-ce qu'il y en a d'autres pour des Alors, quelqu'un qui demande si pour la maîtrise des émotions, la sophrologie, ça peut être utile. Oui, totalement. En fait, sophrologie, l'idée, c'est vraiment d'avoir les clés de la respiration Mmh, pour, avant de prendre la parole à l'oral, être plus calme et quand tu stresses, respire. En fait, tout vient de la respiration. L'idée, c'est de essayer même, hein, même si le jour, vous avez pas beaucoup de temps, juste une grande inspiration de juste respirer. Il y a plein de documents hyper intéressants sur la sophrologie, la respiration, pour s'endormir, pour, se détendre et cetera. C'est hyper intéressant. Mais respiration, respiration. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire même chez vous avec des podcasts, des petits bambous, plein de choses. Ça peut être très intéressant. Hubert, pour des feedbacks perso, intervention en public, entretien commercial à distance, s'enregistrer ou se réécouter est-il utile? Alors, je sais qu'en général, quand on se regarde ou on se réécoute, on n'aime pas trop parce qu'on n'aime pas sa voix ou se voir. Ça peut être efficace euh, pour toi, pour repérer, mais aussi d'avoir une autre personne potentiellement qui n'est pas intervenue ou qui n'a pas eu ton intervention, qui peut aussi te revoir. C'est toujours intéressant de la voir, mais il faut que ça soit, faut pas que ça vous déstabilise en disant ah je m'aime pas, là j'aime pas ci, j'aime pas ça. Encore une fois, c'est pas vous qu'on juge, c'est ce que vous racontez. Donc ça peut être utile, mais il faut l'utiliser à bon escient et pas en mode je me détruis ou je regarde que les trucs qui ne vont pas. Il y a aussi l'idée de s'encourager. et Théo, aussi, juste un petit conseil d'expérience aussi, sans forcément aller jusqu'à l'enregistrement, qui peut effectivement être utile, Ouais, c'est aussi répéter à voix haute. Ça fait une grande différence avec répéter dans sa tête. oui. Ah, L'élocution, on s'entraîne aussi à dire une phrase clé qu'on a en tête. Ça permet aussi de, de, de répéter le timing quand on est sur un ouais. pitch avec un timing très précis, etc. L'échauffement de la voix aussi, très On la voit important. aussi. Et c'est vrai que voilà, quand on répète dans sa tête, on est vachement meilleur que quand on répète à voix haute. Ouais, donc faut vraiment les 2, hein. C'est je répète dans Ouais. la tête parce que j'ai le bruit, mais je le fais aussi à l'oral avec une voix un peu plus poussée, un peu plus bas pour essayer et ça va muscler toute la voix. J'ai Moussa, pardon, qui, sur ta question, comment être dans la maîtrise au lieu du contrôle? En fait, la maîtrise de la relation,
c'est je maîtrise ma narration, donc je suis capable de tout savoir. Et la maîtrise de la narration, de la relation, pardon, c'est je fais dans un premier temps confiance à mon auditoire. Là où le contrôle, c'est que dès que j'arrive sur scène, je repère déjà les gens sur leur téléphone et je suis trop concentré. Le contrôle, c'est que tu es trop concentré sur ce qui se passe versus concentré sur ce que tu dois dire. Donc la maîtrise de la relation, c'est je maîtrise d'abord ma narration, je sais ce que je raconte. Et comme mon fil est hyper cohérent et clair, je suis capable aussi de maîtriser la relation, c'est de savoir dire, tiens, là, il fait ça, mais ça ne me perturbe pas. Lui, il est en train de parler, pour l'instant, ça ne me perturbe pas. Et pas être dans le contrôle de tout de suite, tiens, hop, il parle, je dois l'arrêter. Hop, il est sur son ordinateur, je dois l'arrêter. C'est une autre dimension, en fait, d'intervention. C'est je raconte, mais je suis capable aussi de voir ce qui se passe parce que je suis très clair sur ma narration. Je ne sais pas si ça a été clair pour toi, tu me le diras. Florence, la clé serait-elle aussi la connaissance et l'acceptation de soi? Complètement. En fait, c'est ça aussi la répétition. C'est j'apprends, faut partir du principe que vous ne serez pas bon tout de suite à l'oral. C'est de la répétition, c'est différentes choses. Et en fait, si vous acceptez, d'une, le regard des autres, accepter d'être un peu stressé et plusieurs choses, c'est déjà un premier pas vers, du coup, ce qu'on appelle la pleine confiance. Totalement. On a 2 questions là, j'ai l'impression qu'il y a un lien même s'ils sont opposés. Fatima qui nous dit: «Comment on fait lorsqu'on quitte totalement le sujet sur lequel on présente?» Ouais, Et puis, aussi, quelqu'un qui au contraire, considère qu'elle a peu de capacité à improviser. Est-ce qu'on aurait des conseils pour réussir un peu à lâcher prise? Donc à l'inverse, quelqu'un qui peut-être improvise trop et s'en va, quelqu'un qui aimerait savoir improviser un peu plus. ouais. En fait, elle est là pour ça, la structure, ce que je vous racontais en jeu action-conséquence. Si même vous êtes plus intéressé, vous pouvez aller, sur notre site, on a plein d'articles et tout qui creusent un peu plus. Là, comme, il y avait 40 minutes, c'est un peu plus rapide. L'idée, c'est de bien structurer sa narration et en fait, vous pouvez sortir un peu de votre narration, mais c'est pas l'objectif. Quand on vous donne 20 minutes, c'est pas pour parler d'un autre sujet. Donc l'idée, c'est de bien d'être cadré sur ce que vous venez de raconter et s'il y a un autre sujet qui vous vient, on fait une autre réunion ou autre chose, on y va. Mais c'est très important d'être structuré sur pourquoi je prends la parole, qu'attend le public de moi et quel est mon objectif. Et en fait, souvent, soit on est amené à sortir parce qu'on a une question qui nous sort de notre narration. Et à ce moment-là, le simple s'est dit, merci pour ta question, juste l'ordre du jour, c'était ça, on y répondra ou on verra un peu plus tard. C'est très important, ça aussi, dans la maîtrise de la relation, de maîtriser, vous vous souvenez du cadre relationnel que je vous ai donné, mais aussi le cadre dans lequel vous intervenez. Et à contrario, ceux qui n'aiment pas ou qui ne peuvent pas improviser, c'est pas grave de pas savoir improviser, hein. Si votre sujet est hyper clair, c'est top. L'improvisation, ça ne se décrète pas, c'est pas quelque chose que vous allez anticiper, c'est tiens, il se passe ça, je le récupère parce que je sens que ça se passe. Donc, ne vous mettez pas la pression de dire: «Faut absolument que j'improvise». Si c'est hyper clair dès le début, tant mieux. L'improvisation vient avec effectivement des choses qui n'étaient pas forcément censées arriver, sur lesquelles vous pouvez rebondir. Ça peut être une actualité aussi, que vous voyez le matin et que vous intégrez derrière. En fait, l'impro est propre à soi-même. C'est vous qui décrétez: «Tiens, j'utilise cet élément» et cetera. Et si je peux me permettre, je donne mon expérience, ma modeste expérience. Je donne pas de leçons parce que je suis pas un orateur parfait. Par contre, à titre personnel, j'aime bien aussi m'appuyer sur la méthode de pitch de The Presenters. Et en fait, vous avez un outil qui est le Pitch Canvas avec à chaque fois des briques. Tu as commencé à le montrer tout à l'heure en début de webinaire. Il y a les 3 plus grandes cartes, c'est plutôt des cartes. Puis après, en tout, il y a une dizaine de cartes, je crois. Et en fait, Ouais, les ingrédients. avec à chaque fois une phrase clé ou quelques mots clés qui vous aident à construire votre pitch. Et moi, quand je prépare un discours, en fait, j'ai toujours dans ma poche maintenant mon petit pitch canvas de Presenters et j'ai mes idées clés. Et mes idées clés me permettent, si je me perds dans mes mots ou si je vais un peu trop loin dans l'improvisation, de revenir facilement. Et comme je disais tout à l'heure, plutôt que d'avoir un discours qui est tout écrit et que je vais essayer de chercher mes mots parce que je suis perdu ou parce que je me suis écarté, là, j'ai mes idées clés. Je sais que je m'étais arrêté à telle carte, je reprends à telle carte et ça aide vachement. C'est la structure. Je vois Marie et Lilia qui ont à peu près la même chose. Donc, comment faire quand l'émotion change notre voix et on ne la reconnaît pas nous-mêmes? En fait, et la question de Lia, c'est quel conseil lorsqu'on n'a pas la voix qui porte? En fait, quand vous avez une émotion qui change votre voix, le risque, c'est de dire mince, les autres ont vu que ma voix changeait et que j'ai une émotion différente. Vous pouvez complètement dire: «Excusez-moi, je suis un peu stressé, j'ai un vœu qui a un peu, changé» ou «Ah, je viens de muer» et cetera. En fait, c'est ça aussi, reconnaître-le. C'est vous donner le sentiment que vous avez et en fait, ça vous permet d'éviter de ressasser en disant: «Ah là, est-ce qu'ils ont entendu que ma voix a changé? Non, ils ont pas entendu». Donc vous pouvez le formuler comme ça: «Bon, désolé, je suis un peu stressé, je vais prendre un verre d'eau».
Vous pouvez prendre de l'eau, hein, toujours, ça c'est un autre conseil, avoir une petite bouteille d'eau sur des longues présentations. Là, j'ai fait l'erreur, j'en ai pas prise. Ça vous permet aussi de faire des pauses. Je prends un peu d'eau, etc. Et sur Lilia, quel conseil lorsqu'on n'a pas la voix qui porte? En fait, soit tu as le micro que tu peux parce que c'est plus long et tu demandes un micro, etc. Soit en fait, ça va être l'intonation de ta voix. Tu n'es pas obligé de parler très très fort, mais par contre, il ne faut pas que ce soit monotone. Parce que si tu as une voix comme ça, tout doucement, tout monotone, il s'endorme. Tu peux avoir une petite voix et comme tu la modules, tu fais des pauses dans ton discours, tu peux avoir aussi de l'impact. Donc, ce n'est pas une question forcément de force de voix, c'est une question en fait, est-ce que tu vas être monotone ou est-ce que tu vas arriver à fluctuer un peu ta voix, faire des pauses et des reprises? Il nous reste 5 minutes. On a J'essaie de voir. 3-4 questions. Je t'ai coché celles qui. Ouais, là, comment faire on a la voix qui tremble au moment de prendre la parole. Pareil, on peut avoir la voix qui tremble, c'est-à-dire, excusez-moi, je suis un peu stressé. En fait, vous formalisez votre émotion et ça peut vous aider. Et après, grande respiration et on recommence. C'est normal d'être stressé. C'est juste qu'il faut accepter que ça soit aussi normal pour les autres. Donc, vous pouvez le dire, là, il y a aucun problème là-dessus. Comment gérer la prise de parole d'une personne qui raconte sa vie, qui ne pose pas de questions? Donc ça, c'est tu dans le public et la personne raconte sa vie. En fait, alors, soit c'est une personne qui répond à une question et tu dis: «Excuse-moi juste, j'ai très peu de temps, 5 minutes, c'est quoi ton idée?» Poser ça, hein, ça c'est magique, hein. S'il y a une question, c'est trop long, tu dis: «Merci, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée que tu souhaites partager?» Et ça permet de bien reformuler. Donc tu peux aller là-dessus. Charlotte, comment gérer les tics de langage, avec le temps? Alors, il y a un super truc pour les tics de langage, c'est les pauses. Vous mettez des pauses, ça vous évite les Et du coup, et du coup, en fait, dès que vous mettez une pause à la fin de vos phrases, ça vous permet d'enlever ça et de réfléchir à ce que vous avez. Donc, pensez bien à chaque fois d'avoir ces fameuses pauses. Et en ça fait, marche. ça marche. Du coup, Les c'est vous qui pensez dans votre tête. Qu'est-ce que je vais dire? Pause, et puis vous continuez. Après, il y a d'autres types de langage qui se gomment petit à petit, mais les principaux, c'est souvent en fin de phrase qui amène la transition. Donc, on a une, faites-vous violence dans un premier temps en mettant des pauses et vous verrez que plus vous ferez des pauses entre vos grandes idées, plus ce sera simple. on a une question qu'on n'a pas traitée un peu plus haut. Je ne sais pas si tu as des tips pour ça. Merci à tous ceux qui partent, bonne journée, merci beaucoup. Parce que je vois, C'est Palisson qui nous demande comment réagir en cas d'attaque, d'agressivité, j'imagine, de quelqu'un dans le public. oui, ça on a répondu, c'était de reconnaître Pardon. la douleur potentielle. Alors cherche à comprendre pourquoi la personne est agressive. Ouais. Parfois, c'est que l'idée plaît pas et tout, donc essaie de savoir. Alors, je vois que tu es un peu tendu. Tu as une question précise, tu veux, c'est reconnaître aussi la douleur. C'est votre responsabilité en tant que guide, vous vous souvenez, hein, c'est pas d'être tout de suite dans le fond, c'est prendre soin de son auditoire, c'est tiens, pourquoi tu es comme ça? Il y a peut-être un truc que j'ai mal dit, tu pas compris. J'ai conscience que tu es fatigué, c'est compliqué, je veux juste partager mon point de vue. Voilà, c'est toujours cette bienveillance qu'il faut ajouter dedans. Alors, on a a priori une dernière question de Moussa. Pour une Vas-y, présentation Moussa. via Teams, où on ne voit pas le public, lorsque celui-ci ne réagit pas, on se croit en monologue. C'est perturbant, on a l'impression qu'il n'est pas intéressé. Comment faire? Alors, dans cette gestion de la relation, ce que tu peux faire, alors soit dès le début, alors ça dépend après le nombre de personnes que tu as, hein. Tu peux, vous vous souvenez le cadre relationnel dont je vous parlais, tu peux dire: «Alors écoutez, voilà, on passe 30 minutes ensemble, j'aimerais bien si vous pouvez mettre vos caméras, c'est quand même plus humain en échange. S'il y en a qui mettent pas leur caméra, on va pas les forcer, peut-être qu'ils sont en pyjama, ils ont pas envie qu'on soit en pyjama, mais tu peux déjà dans un premier temps, est-ce que vous pouvez mettre votre caméra, échanger?» Et souvent déjà il suffit qu'il y ait 2 caméras qui s'allument pour que le reste les allume. Ensuite, si effectivement, comme c'est le cas aujourd'hui, j'ai pas j'ai pas vos têtes, tu peux de temps en temps aller poser des questions. C'est-à-dire que dans ta narration, tu dis: «Bah, tiens, là, j'ai posé une question» et cetera, et en fait, du coup, ça va animer un peu le chat sur le côté et ça te permet de rebondir et c'est ça aussi un peu l'impro. C'est: «Tiens, je sais qu'à ce moment-là, sur l'action, je dirais: "Tiens, à votre avis, combien de pourcentage, là, on va réaliser en chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière?" Et du coup, hop, on se motive, on va chercher. Donc tu peux aussi, via le chat, utiliser ça, s'il y a vraiment pas les caméras, ou à chaque fois faire des pauses en disant: «C'est bon pour tout le monde, alors est-ce que vous pouvez mettre un pouce si vous avez bien compris? C'est tout bon?» Et c'est ça, c'est je mets des pauses pour, après que derrière les personnes comprennent. Je crois que j'espère avoir répondu à ta question. Je crois qu'on arrive au bout des questions. J'en profite pour vous redire. Alors, attends, on a quelque chose. Et quand pas de réponse au attends, Ouais. Et quand pas de réponse aux questions. alors je sais pas si dans ce sens-là, mais tu as le droit de pas avoir la réponse aux questions. En disant: «Bah, merci pour votre question. Alors j'ai pas la réponse tout de suite. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on en échange derrière parce que j'ai pas eu encore les chiffres». C'est pas grave si vous avez pas la réponse, actuelle. C'est juste formulé: «Bah, désolé, j'ai pas la réponse, Mmh. mais on peut échanger après».
En fait, l'idée, c'est d'assumer, quoi. Et également pendant la narration, enfin pendant le pitch, Ouais. quand on le disait tout à l'heure, quand vous avez un blanc, quand vous faites une erreur, assumez: «OK, pardon, je reprends». Et pour les questions, c'est pareil, vous avez le droit de ne pas avoir la réponse tout de suite, quoi. Mmh. Je vous ai mis un lien là de notre site là, The Presenters, il y a plein d'articles et c'est là où il y a tous les podcasts et tout, si vous êtes intéressés. Parce que là, je vois qu'il est midi Ouais, et du coup, au moins, si vous avez des questions, auxquelles j'aurais pas répondu, je pense que vous pourrez trouver là ou pareil sur LinkedIn, voilà. Puis moi, je vous vous pouvez ai tout mis le trouver. le lien un peu plus haut, je vous le remets au cas où, sur la chaîne, Webikio de l'IRCE. On a plein de sujets autour de l'entrepreneuriat, vraiment très divers et variés et dont, tous les sujets de narration, de stratégie narrative, la plupart du temps, on travaille avec The Presenters, parce que voilà, on adore leur méthode et on adore leur équipe. Merci à tous, Bah, merci merci à Théo. tous, bonne journée en espérant que maintenant vous puissiez utiliser tous ces beaux petits tips, pour vous aider à mieux présenter et à faire progresser vos idées. Carrément. Nous, prochain webinaire, rien à voir, mais ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, c'est comment devenir une société à mission. Un Ah levier oui, stratégique, pour votre entreprise à travers la politique de transition écologique. À bientôt. merci à tous, à bientôt, bonne Ouais, journée. au revoir.